Le tourisme est un des secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale. Songez qu'en 2007, plus de 900 millions de touristes ont parcouru la planète. Et le tourisme est aussi un véritable baromètre politique, tant ce secteur est sensible aux catastrophes, aux épidémies ou aux instabilités politiques. Eh bien, c'est cette réactivité que nous avons eu envie de comprendre aujourd'hui. La très grande majorité des touristes dans le monde sont originaires des pays riches. Ils viennent d'Europe de l'Ouest, du Canada, des États-Unis, du Japon et de l'Australie. Une nouvelle tendance se dessine depuis les années 2000, c'est l'augmentation du nombre de touristes russes, brésiliens, indiens et surtout chinois. Il devrait y avoir plus de 100 millions de touristes chinois en 2020. Plus de 70% du tourisme mondial se fait entre l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest et à l'intérieur même des pays de ces deux zones. La France est d'ailleurs la première destination touristique au monde, avec 79 millions de touristes en 2006, et elle est suivie par l'Espagne, les États-Unis et maintenant par la Chine qui suit de près. Mais si le tourisme est plus concentré dans les pays développés, c'est aussi un phénomène mondial. C'est-à-dire que la dérégulation des tarifs des transports aériens à la fin des années 70 a joué un rôle majeur dans ce développement. Les compagnies nationales détenaient alors le monopole du trafic domestique et le trafic international était régi de façon bilatérale entre les États, ce qui maintenait des tarifs très élevés. Eh bien, avec l'ouverture à la concurrence, les classes moyennes des pays riches ont pu s'offrir des séjours conjuguant distance, prix abordable, soleil et exotisme apparent. Résultat, près de 30% du tourisme mondial se fait aujourd'hui vers les pays en développement ou émergents. Notamment vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est, surtout la Malaisie et la Thaïlande. Vers la Chine, bien sûr, avec une progression tout à fait étonnante. 300 000 visiteurs en 1978, 49 millions en 2007. Ce pays devrait passer devant la France comme première destination touristique au monde d'ici 8 ans. Vers la rive sud de la Méditerranée aussi, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, Israël, le Liban, la Turquie, mais pas l'Algérie ni la Libye qui ont fait le choix de ne pas développer ce secteur pour des raisons politiques. Et puis enfin, vers le continent africain et surtout vers l'Amérique du Sud, où les touristes nord-américains se sentent plus en sécurité. En fait, pour certains de ces pays, le secteur touristique contribue largement au budget de l'État. C'est le cas aux Maldives, au Kenya, en Jordanie, en Égypte, en Tunisie ou encore en Thaïlande. Au total, dans le monde, il y avait 25 millions de touristes en 1950, il y en avait 285 millions en 1980, il y en a 900 millions en 2007. Donc, cette augmentation considérable du nombre de touristes entraîne une augmentation considérable des recettes dans ce secteur, soit selon l'OMT, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du tourisme, 586 milliards d'euros en 2006, ce qui est beaucoup. Résultat, plus le secteur du tourisme est important économiquement, plus il est vulnérable, c'est-à-dire plus il est sensible aux instabilités politiques, internationales ou climatiques. Alors justement, prenons 3 cas de figure. Prenons d'abord l'impact du tsunami dans l'océan Indien en décembre 2004. Le tsunami a dévasté une grande partie du littoral de l'Asie du Sud-Est, qui est précisément l'un des plus fréquentés au monde par les touristes. Pour la Thaïlande, par exemple, les annulations des touristes qui ont suivi sont une catastrophe économique qui s'ajoute à la catastrophe humaine. Alors dans ce pays, on l'a vu, le tourisme génère 6% du produit intérieur brut. Les autorités thaïlandaises réagissent pour combattre l'impact très fort du tsunami sur les touristes occidentaux, c'est-à-dire que le ministère du Tourisme fait la promotion de Koh Samui et de Koh Samed, d'autres régions dans le golfe du Siam qui n'avaient pas été touchées, et la côte ouest a été immédiatement reconstruite, mais sans plan d'urbanisation ni respect des lois sur l'environnement. Ce qui fait que la Thaïlande a retrouvé rapidement ses parts de marché, mais on a constaté que ce sont les chaînes d'hôtels de haut standing qui ont tiré leur épingle du jeu pour acquérir des terrains à bas prix, et on sait d'avance que dans quelques années, ce pays subira de plein fouet les conséquences d'une reconstruction sans planification. Deuxième cas de figure, l'impact du terrorisme. Si on regarde la carte des attentats de ces dernières années, on constate qu'il y a souvent corrélation entre destinations touristiques et cibles visées par les attentats. Bali,
Maroc, Tunisie, Égypte, Turquie. Et comme le terrorisme, c'est peu de moyens militaires pour gros impacts médiatiques, les sites liés au tourisme sont une bonne cible, car ils symbolisent l'Occident, sa culture, ses mœurs, et qui corrompent l'islam, naturellement, je cite. Prenons justement le cas de figure de l'Égypte. Le secteur du tourisme est une rente dans ce pays, en grande partie d'ailleurs grâce à des hommes qui ont vécu il y a 3000 ou 4000 ans, c'est-à-dire la civilisation pharaonique. Cet héritage attire chaque année quelques 9 millions de touristes qui se concentrent principalement au Caire, le long de la vallée du Nil, à Luxor, à Assouan, au temple d'Abou Simbel, ou encore dans le Sinaï ou sur le littoral de la mer Rouge, mais là, c'est pour se baigner. Or, entre 1996 et 2006, plusieurs attentats revendiqués par des groupuscules islamistes ont visé les touristes occidentaux et ils ont eu lieu au Caire en 96 et 97, à Luxor la même année, à Taba en 2004 et dans 2 camps touristiques, à Nuweiba, devant le Grand Musée du Caire et contre un bus touristique dans la vieille ville en 2005, la même année à Sharm el-Sheikh dans le Sinaï, et ce à plusieurs reprises, et en 2006 dans la ville de Dahab. Alors ces attentats au total ont fait plus de 220 morts, ce qui est beaucoup, mais sur 10 ans, c'est en fait assez peu par rapport aux 9 millions de touristes qui viennent en Égypte en moyenne chaque année. En revanche, l'impact provoqué dans les esprits est très important. Eh bien, c'est cela que les islamistes recherchent en s'attaquant à des touristes occidentaux en Égypte, au Maroc, en Mauritanie en décembre 2007, entraînant l'annulation du rallye Paris-Dakar. Donc par ces cibles, presque toujours choisies dans le monde musulman, les islamistes cherchent à fragiliser les économies locales qui reposent en partie sur la rente financière du tourisme. Sauf que le paradoxe, c'est que, en fait, cela fait baisser les prix et que l'impact de ces attentats est en fait de courte durée. D'ailleurs, les attentats du 11 septembre, pour la première fois depuis 1945, ont fait baisser les chiffres du tourisme mondial. Mais les chiffres sont tout de suite repartis à la hausse, très peu de temps après, septembre 2001. Prenons maintenant l'exemple d'une crise politique interne dans un pays très touristique, le Kenya. En décembre 2007, après l'élection présidentielle, le président sortant, refusant de reconnaître sa défaite électorale, entraîne le pays dans la violence. Ce qui entraîne l'annulation de 90% des réservations d'hôtels, ce qui est une catastrophe pour un pays dont l'industrie touristique représente 14% du PIB. Alors selon le Kenyan Tourism Board, le manque à gagner est évalué à 31 millions d'euros pour le seul mois de janvier 2008, qui est la haute saison touristique du Kenya. Alors ceci pour souligner que le tourisme a besoin de stabilité pour se développer, et justement au Kenya, ce secteur était en pleine expansion précisément grâce à la stabilité politique qui régnait dans ce pays. Alors que retenir de ces 3 exemples ? Eh bien on l'a compris, il y a une grande sensibilité politique et psychologique dans ce secteur d'activité. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme international devrait s'intensifier dans les années à venir, mais tout de même, la progression de ces chiffres ne doit pas masquer plusieurs gros problèmes. D'abord, par exemple, la question du tourisme sexuel. Cette branche du tourisme, si l'on peut dire, est elle aussi en progression. L'Asie se maintient dans les fantasmes des Occidentaux, elle se développe aussi au Maroc, mais les auteurs des délits, tout comme les rabatteurs, sont insuffisamment traqués. Ensuite, il y a l'impact du tourisme sur l'environnement, qui est proportionnel à la réussite de ce secteur. En Méditerranée, par exemple, un touriste à l'hôtel consomme 3 fois plus d'eau par jour qu'un habitant local, sans compter l'eau pour les piscines ou même les terrains de golf. Par exemple, on ne sait pas toujours qu'un green de golf consomme autant d'eau en un an qu'une ville de 12 000 habitants en un an. Alors les agences de tourisme, les tour opérateurs, ne devraient-ils pas mieux éduquer les touristes que nous sommes, aux gestes éco-citoyens par exemple, c'est-à-dire en fait nous éduquer, osons ce mot, à plus de frugalité. Alors beaucoup de ces thèmes sont abordés dans le livre Tourisme et terrorisme aux éditions Ellipse. Et puis je vous signale la sortie du 9e DVD du Dessous des cartes, qui est totalement consacré au continent africain, appelé Continent Afrique, et c'est aux éditions Arte Vidéo.